Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour du Sommet des Jeux, cet événement extraordinaire international, exceptionnel, dans Oui, lequel au moins. des professionnels du monde du jeu se réunissent sur un, comment on appelle ça, une résidence, les Hauts de Valménier, dans laquelle il y a plein d'appartements, certains sont loués par des hôtes exceptionnels, et d'autres sont consacrés au jeu, tout simplement. Ce sont des salles de jeu, on peut s'y installer, on peut découvrir des jeux, on peut faire du proto, on peut montrer des jeux qui arriveront un petit peu plus tard, ce que vous faites également. Et puis il y a celui-ci qui nous sert de studio, dans lequel on essaye de partager avec vous tout ce qu'on a découvert pendant cette semaine de folie. Il se passe plein de choses, on est juste avant la rentrée, c'est vraiment un moment où à la fois on retrouve tous les protos que les gens ont travaillé pendant les vacances, donc c'est la bonne période, et les jeux qui vont arriver en fin d'année ou un peu plus tard. Dans cette première émission, on a des invités incroyables, puisque nous avons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Thomas, salut Thomas. Salut. Qu'on a déjà reçu sur Playpunk, mais alors là, c'est pas Playpunk, on va parler d'autre chose. J'ai laissé le sommaire, je vais changer ce titre. On va mettre, ça sera plus malin, on va mettre Mosaïque, parce qu'on va parler de Mosaïque. C'est Mosaïque Studio ? Exactement. Je vais rajouter studio alors, si ça vous va à tous qui nous regardez. Merci à tous ceux qui suivent ces émissions au fur et à mesure, qui réagissaient, qui nous laissaient des commentaires, soit en direct, soit en replay sur YouTube, ou alors sur notre site. Quand vous vous connectez sur umdj.fr, vous pouvez aussi nous laisser des petites remarques là-bas. C'est super parce que ça nous permet d'échanger, de partager. Et puis, n'hésitez pas à partager vos attentes aussi, parce qu'on s'y attarde, on essaye de rebondir dessus. Mosaïque Studio, c'est pas Playpunk. Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe, Thomas ? Qu'est-ce qui se passe, Aurélie ? Eh bien, l'idée à la base, c'est que Playpunk, c'est une société qui marche super bien. Ça, c'est cool. Ouais, Playpunk. Et on adore travailler avec Antoine. Ouais. Mais, pour avoir vécu l'histoire de RepoProd, où on était avec Cédric, même dans RepoProd, quand c'était une grosse boîte, etc., où on était près de 20 employés, les jeux étaient toujours faits par Antoine et moi. Enfin, par Cédric et moi. Oui. Et dans Playpunk, même si Playpunk grossit un jour, ça sera toujours fait des jeux par Antoine et moi. Et j'avais la volonté de travailler avec d'autres gens dont j'aime bien le travail, dont je trouve qu'ils sont brillants et qui peuvent vraiment faire des chouettes trucs, des chouettes jeux. Et donc le projet fou a été de, est-ce que je relançais une autre boîte, ou ça serait pas moi l'éditeur, ce serait pas moi le directeur éditorial, ça serait des gens que j'ai recrutés. Et j'en ai parlé à Antoine, qui avait d'autres projets dans la vie, qui ne voulait pas faire cette boîte-là tout de suite. Mm-hmm. Et donc j'en ai parlé d'abord à Mathieu, et puis à Aurélie. Et donc l'idée de Mosaïque, c'est de réunir des gens qui vont être responsables éditoriales sur des publics cibles. Aurélie, ça va être les enfants. Mathieu, ça va être, en tout cas, initié, expert et famille. Peut-être qu'Aurélie fera un jour de la famille, on n'en sait rien. Enfin, ça dépendra de leurs choix et leurs envies. Et voilà, c'est parti de cette idée-là, en tout cas. C'est de me dire, je m'embête dans la vie, peut-être. En tout cas, j'adore travailler sur des... Avec Mathieu Roussel. Oui, Mathieu Verdier. J'ai dit Roussel, oui, pardon. Je les confonds parce qu'ils ont fait des jeux. Est-ce qu'ils ont fait des jeux ensemble, d'ailleurs, Mathieu Roussel ? Non, ils ont fait tous les deux des jeux avec Grégory Grard. Exactement. Si je ne me trompe pas, c'est pour ça que j'ai cette confusion. Et Mathieu est auteur et éditeur. Il a été très longtemps chef de projet chez Soif, sur UR French. Et il avait aussi, je pense... avant de le connaître, on s'est vu à des bigots ludiques. On avait fort accroché, on avait vraiment la même vision du game design. Et donc je me suis dit, toi un jour tu vas travailler pour moi. Ah. Et un jour... Tiens, j'ai dit ça à mon propos. Non, mais on pourra en parler. Non. Je te l'ai pas dit, le jour où je veux travailler avec toi, je te le dirai. Ouais. Mais je t'ai déjà proposé de monter une boutique de vente de tes dessins, ceci dit. Mais on l'a pas fait, c'est pas grave. Alors, je me permets de compléter un petit peu ta présentation, parce qu'il y a plein de gens qui se connectent, qui ne savent pas forcément, qui ne se souviennent plus nécessairement. Thomas, tu as donc été parmi les 2 fondateurs de RepoProd. Vous connaissez l'histoire de RepoProd, tous les jeux incroyables auxquels vous avez pu jouer, qui ont été édités par cet éditeur belge. Ça a été revendu à Asmodée, donc tu n'es plus du tout dans RepoProd aujourd'hui. Non. Tu as refondé Playpunk avec Antoine Boza. Oui. Vous connaissez Antoine Boza, vous connaissez donc Playpunk, on va citer Captain Flip, on va citer Zénith. On a fait une émission hier, donc vous pouvez la retrouver, regarder ce dont on a parlé également. On ne t'a pas présenté Aurélie, donc il y a une nouvelle boîte qui se lance, on va en parler de Mosaïque. Aurélie, tu es au lancement de cette nouvelle boîte, mais tu n'es pas une nouvelle venue dans le monde du jeu. On a eu l'occasion de parler très souvent de tes jeux. On t'a pas beaucoup reçu. Est-ce que tu es venu au chalet ? Oui. Je suis venue une fois au chalet pour parler d'Incantibus. C'était à l'époque Studio H. C'est ça. Incantibus, effectivement, oui. Moi, vous me voyez avec plusieurs étiquettes parce que je suis indépendante et du coup, je travaille pour plein de maisons d'édition pour du jeu enfant ou du jeu famille en fonction. Tu as lancé aussi des maisons d'édition d'une certaine manière puisque tu as accompagné la création de plusieurs éditeurs plus spécialisés jeunesse. Oui.
Loki, à Ouais. la base. C'est là Tout pour, démarrage de Loki. démarrage de Loki. Yellow m'a appelé pour créer de A à Z la gamme enfant, donc super opportunité et très, très chouette challenge. Et puis, il n'y a pas longtemps, Panoply aussi, que vous avez parlé un petit peu également. Distribué par Ludistri, là. Voilà. Donc Loki, c'est distribué par Yellow. Donc une vraie expertise assez poussée sur les jeux enfants. Pas mal de jeux enfants qui ont marqué les joueurs, qui ont remporté pas mal de prix également par le passé. Et donc depuis, alors Panoply, c'était déjà en tant qu'indépendante. Oui. Et depuis un certain temps, tu es directrice de collection d'une certaine manière, éditrice aussi, mais pour différents éditeurs. C'est ça. Mais là, tu vas te refocaliser sur un éditeur en particulier, c'est ça l'idée ? Oui, l'idée c'est de garder la gamme création de gamme enfant et créer développement de jeux enfance pour Mosaic Kids. Tout à fait. Mosaic, c'est un éditeur belge ou français ? C'est important comme question, hein, parce que les gens nous regardent. Alors, pour les amis de la fiscalité, c'est un éditeur belge. Voilà. Ouais, on nous dit que la connexion elle n'est pas extraordinaire. Et alors il pleut à fond. Là, je ne sais pas si ça joue énormément sur la qualité de notre connexion, mais voilà, on espère que ça va se rétablir. Là tout de suite ça va bien là dans la seconde, mais il y a des périodes où ça saute un petit peu. Pour le replay, ça sera toujours bon de toute manière. Alors il y a plein de jeux qui vont arriver. On va commencer par vous montrer. Vous m'avez envoyé le logo de Mosaic, c'est la première annonce, c'est le premier scoop de la journée, on ne le connaissait pas encore. Et c'est important en fait les logos, parce que c'est un petit logo qu'on va retrouver sur les boîtes de jeux assez régulièrement à l'avenir, j'imagine. Alors c'est pas ça, ça c'est le fil d'actu, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Hop, il faut que je retrouve mes habitudes. Et voici le logo de Mosaic. Donc ça c'est tout nouveau, on va retrouver ça sur nos boîtes. Oui. Mosaic Studio, mais pas que pour du jeu enfant. Donc à l'intérieur de cette maison d'édition, il y aura d'autres marques qui vont apparaître. Comment vous allez gérer ça ? Au fil de l'eau, déjà. C'est la première chose, mais au fil des jeux, etc. C'est une boîte qui est quand même assez étonnante, puisque Mathieu est au Havre. Ouais. Thomas, pas moi, mais Thomas Vermeer, qui était le directeur d'Europa Production après qu'on soit parti, même pendant qu'on soit là, est à Bruxelles. Moi, je suis à Liège. Et Aurélie est dans le fin fond de la France, mais elle dira mieux le nom du village. Montpellier, c'est pas le fin fond de la France, voyons. Mais moi, j'ai aucune idée de la géographie. Donc voilà, donc c'est pas une boîte classique où on a tous des bureaux, où on va tous les matins, etc. Mais chacun, c'est pour ça qu'il fallait des gens d'expérience, etc., qui vont travailler fort autonomes. Donc en théorie, c'est Mosaic Studio, c'est le nom de la boîte. La gamme sur laquelle Aurélie travaille, ça sera du Mosaic Kids probablement, mais il y a encore plein d'époques de... Oui, c'est vrai qu'on suffit de On rajouter se Kids. Hein. Oui, c'est pas... Puis d'une certaine manière, chez Space Cowboy, par exemple, il y a eu Space Cowboy, Space Co. C'est aussi très rigolo parce que tous ceux qui ont l'habitude de parler de Space Cowboy avant que Space Co arrive disaient Space Co pour Space Cowboy, donc on est perdu comme c'est pas possible et ça gêne personne, c'est pas grave. Du moment que les jeux sont bons. On va dire Mosa Kit, je sais pas. Mosa quoi ? Click ? Non. Quoi Désolé pour la collection incertaine, le dit Aline. Alors on espère, je mettrai peut-être mon téléphone dehors. C'est mon téléphone qui sert de modem. On se débrouille comme on peut, hein, avec des systèmes archaïques jusqu'à présent. Ben, la connexion ici, elle n'est pas folle en Wi-Fi. C'est le seul petit souci qu'on a. Mais hier, ça nous a pas trop gêné. Donc on verra si ça se régule un petit peu par la suite. Alors, ce dont on veut parler, c'est 2 jeux aussi quand même, parce qu'il va falloir nous créer des envies. C'est une boîte donc, sur laquelle tu as fait des annonces. Tu as fait parler un peu parce que tu as parlé du thème de metteur en jeu. Oui. Et c'est vrai que c'est une façon de parler de création de jeux auquel on n'est pas habitué, mais il y a une raison à ça. C'est aussi pour différencier peut-être votre façon de voir le jeu de société par rapport éventuellement aux jeux qu'on voit en grande surface ou à ceux qui cherchent d'une certaine manière à faire d'abord du commerce. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas essayer de vendre, mais il y a une vraie démarche créative derrière. Non, en fait, l'idée, c'est que les gens qui nous écoutent, notre profession, elle est quand même assez jeune. Ouais, en fait, elle a 30 ans. On a vraiment vécu des révolutions à tout niveau, en termes de volume de vente et aussi de qualité de jeu. Et plusieurs nouveaux mots sont arrivés. On a d'abord eu les ludicaires qui se sont dit, qui vont juste définir en disant on n'est pas une boutique de jeux en bois, on n'est pas une boutique de jeux de rôle, etc., etc. Ça fait rigoler d'ailleurs quand il y a des nouveaux mots qui arrivent en général. Il y a une raison. Ceux qui créent ces mots-là ne le font pas sans raison en général. C'est parce qu'ils veulent défendre une vision des choses. Mais quand on entend un nouveau mot, on a tendance à rigoler aussi. Et c'est vrai que ludicaire n'y a pas échapé. On s'y est habitué là aujourd'hui. Maintenant, le terme est tout à fait compréhensible. Et puis c'est bien de faire la différence. On ne dit pas vendeur pour quelqu'un qui propose des livres en boutique, on dit libraire, et ça ne pose de problème à personne. On comprend que le mot a de la valeur aussi. Tout à fait. Et il y a... moi, je suis né rôliste, je suis né
Le mot rôliste, il n'existait pas à la base. Il a été créé parce qu'à un moment donné, le domaine passionnait plein de gens, ça représentait plein de gens, mais c'était pas juste des joueurs, il fallait définir leur activité. Et donc maintenant, le mot ludiste est arrivé. De nouveau, j'ai rigolé au début, mais en fait, c'est bien. On n'est pas des joueurs de jeux vidéo. On est des joueurs, on est des ludistes, on est des joueurs de jeux de société. Les joueurs de jeux de société, c'est trop long. Donc il fallait créer un nom. Et derrière cette démarche de nous définir, nous, comme metteurs en jeu, c'était de créer un terme qui est différent de juste éditeur, qui fait rappel surtout au métier du livre. On ne fait pas la même chose que l'éditeur de livres. Donc, l'idée, c'était bien de redéfinir et de trouver un nouveau mot, parce qu'en plus, chez Mosaïque, les éditeurs vont accompagner le projet et faire de ce prototype initial un vrai jeu, le vrai produit que les gens vont trouver. Et donc, tant Mathieu qu'Aurélie vont faire du dev, proposer des idées, faire évoluer ce jeu pour que quand les gens l'auront en main, ça sera un produit qui n'est pas exactement le prototype qui était signé à la base, mais qui est un jeu qui a tant évolué du niveau édito, c'est-à-dire du produit, des illustrations, de l'ergonomie, que du niveau de l'expérience de jeu. Là, évidemment, je n'ai pas d'exemple concret sur Mosaïque, mais ceux qui veulent revoir sur Back to Back, etc., on l'explique bien. Il y a vraiment une volonté d'accompagner l'auteur. On n'est pas du tout des auteurs. Moi, je n'ai aucune prétention d'être auteur de jeu. J'ai une prétention d'être développeur, d'être metteur en jeu et de me dire, tiens, ton idée forte dans ce jeu-là, c'est celle-là. Il faut que dans le dev, ça soit encore plus fort. On enlève tout ce qui gratte, on enlève les problèmes, on enlève le sable au truc. On va faire une expérience encore plus forte en t'écoutant. Je te donne des idées. Si tu en as des meilleures, on prend les meilleures. Je m'en fous. Et ce que je veux, c'est que le jeu soit meilleur et que les gens aiment le jeu. Et donc, c'est très différent. Excuse-moi encore, j'aime bien le sujet. Ah bon, c'est toi l'invité, c'est pas moi. Dans notre métier, il y a des confrères dont je trouve qu'ils ne font pas assez notre métier. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un proto, ils vont mettre des très belles illustrations, et vont faire le métier que tout le monde sait faire et qui est fort, sur lequel il y a des formations, c'est-à-dire faire de l'édito, trouver un beau packaging, trouver des beaux graphismes, etc. C'est pas suffisant pour avoir du succès. Pour avoir du succès, pour avoir des jeux qui vont devenir pérennes, je pense qu'il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et pousser plus loin tous les potards du jeu. Il faut que la règle soit parfaite, il faut que les deux jeux soient parfaits, il faut que le produit soit au bon prix, il faut que le produit soit avec les bonnes illustrations, parce qu'un jeu enfant avec des illustrations de jeu adulte, ça marche pas. Enfin, plein de plein de facteurs qu'il faut réfléchir, penser et améliorer, et qui ne sont pas toujours du ressort de l'auteur, mais sur lesquels on a besoin de l'auteur quand même, à plein de moments. Et c'est vrai que le terme évoque le cinéma. Alors il y a des points communs, parce qu'effectivement sur un jeu qui sort, c'est une équipe derrière. Le terme de metteur en jeu, on comprend aussi que tu joues avec les joueurs d'une certaine manière. C'est que tu es là, tu participes à toutes ces séances tests, vous participez à ces séances de tests, vous regardez comment ça se passe, et vous regardez non seulement si le jeu fonctionne, parce que c'est vrai que quand on discute avec des joueurs très régulièrement, les retours c'est c'est buggé ou c'est pas buggé, c'est très peu, il s'est passé ça autour de la table. Mais vous, c'est ce que vous regardez tout particulièrement, c'est que les émotions qui sont créées pendant la partie, elles sont celles que vous recherchez. Il y a à chaque fois, sur un prototype, on le voit ici, dans un événement comme le Sommet des Jeux, on les voit tourner les prototypes, on les entend, les conversations entre les éditeurs. Il y a plein de branches possibles. On peut partir dans une direction et créer un jeu, dans une autre direction et en faire un complètement différent. On l'a vu plein de fois, d'ailleurs, il y a des idées qui arrivent sur des jeux qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Et cette notion de travailler sur le ressenti des joueurs, elle est presque invisible pour ceux qui jouent, et tant mieux, mais elle est essentielle pour ceux qui créent. Bien sûr. Et si des gens ont des meilleurs termes que metteur en jeu, moi j'aime bien le rapport avec metteur en jeu, ça fait penser au théâtre aussi. Ouais. Moi je suis preneur. En fait, le terme, je m'en fous. C'est pas le mot qui m'intéresse, c'est de redéfinir cette fonction et cette profession pour que les gens comprennent bien que c'est pas la même chose et que c'est différent et que c'est un vrai métier en devenir qu'on a appris sur le tard, pour lequel il n'y a pas encore de formation. Ça arrive. Allez, je trouve plus le nom, mais l'école de Tanguy, Board Game Campus, etc. sont des choses qui rapprochent de ça. Et donc, c'est bien la preuve que notre métier évolue et qu'il doit définir des choses. Donc, voilà. Et cette question-là, elle est essentielle aussi sur le jeu. Enfin, j'aimerais bien que c'est toi qui en parle, Aline, parce qu'Aline, elle est juste à côté. Elle prend des notes sur ce qu'il faut rajouter. Puis en fait, je me rends compte que c'est un peu idiot que ce soit moi qui prenne la parole là-dessus. Je ne vais pas te proposer de te mettre debout derrière parce que les gens... Viens à ma place peut-être pour en discuter avec Aurélie, parce que cette notion-là qu'on vient d'évoquer, de jouer avec les enfants plus particulièrement et de regarder ce qui se passe avec les enfants, c'est encore plus fort, c'est encore plus particulier. Tiens, je te laisse ma place, Aline. Je pense que ça vaut le coup que vous échangiez là-dessus. Je suis juste à côté, je ne m'éloigne pas. Mais à notre micro, vous ne me voyez plus, monsieur là. Bonjour tout le monde, salut Aurélie, salut Thomas. C'était passionnant. Moi, ça me plaît énormément cette histoire de metteur en jeu. Je trouve ça chouette d'aller pousser tous les curseurs pour faire le jeu parfait, l'objet parfait, l'ergonomie parfaite, l'expérience idéale. Et pour les enfants, c'est absolument évident.
je pense que ça nous paraît à tous mais presque plus évident que pour les adultes. Et en fait, il faudrait que tous les jeux adultes soient comme les jeux enfants. C'est-à-dire qu'il faudrait que le matériel il soit toujours réfléchi, poussé, magnifié. On a de plus en plus de jeux adultes, on le constatait, Martha et moi, qui vont quand même regarder un peu du côté du jeu enfant pour aller chercher du matériel un peu esthétique, un peu innovant. Donc super, bravo, on a vraiment hâte de voir. Vous nous teasez et maintenant on veut voir ce que vous allez faire. Ah là là, on a parlé de jeu parfait, donc on va essayer de le faire, c'est pas sûr qu'on y arrivera, hein, mais Ouais. en tout cas c'est notre volonté. En tout cas, c'était aussi ce qui m'a attirée dans la démarche, c'était d'avoir cette vraie volonté d'excellence dans le développement des jeux, et puis de faire corps en fait avec les auteurs, avec les futures cibles, hein, les enfants, et de faire vraiment en sorte que tout le monde soit content du jeu et tout le monde puisse être satisfait de ce qu'on va produire. Et du coup, ça implique test avec les enfants, ça implique de revenir sans arrêt à la tâche pour faire de l'amélioration continue. Donc ça fait un développement qui va être long, j'imagine. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne va pas se mettre de pression sur absolument sortir Comment un jeu dans 6 mois. Si, oui. De pouvoir effectivement le tester avec des enfants différents, avec des enfants qui ont déjà joué il y a quelques semaines, mois, pour voir un peu ce dont ils se rappellent. De tester aussi les jeux dans plusieurs étapes de développement, hein, à la fois au niveau du prototype, un prototype plus avancé, avec des illustrations finales ou pas. Enfin voilà, il y a plein d'étapes à faire. Donc c'est déjà ce que j'ai l'habitude de faire aussi. Et c'est ce que je vais pousser encore un peu plus. Donc, Oui. C'est pour ça que je pose la question, parce que je sais que c'est absolument pas une question piège et qu'Aurélie, elle teste en fait. Ouais. Je trouve que pour faire du jeu enfant, il faut quand même s'assurer que les enfants aient du plaisir à jouer et puis que ça soit adapté. Alors après, il y a toujours cette question de poser un âge sur une boîte, sachant qu'un enfant n'est pas... si on met du 6 ans, il y a des enfants qui auront 7 ans qui pourront jouer vraiment facilement au jeu, mais d'autres qui auront 5 ans et qui prendront le jeu en main facilement aussi. Mais voilà, c'est aussi important, même au niveau marketing, aussi de tester pour calibrer le jeu et pour donner les bonnes infos aux parents, en tout cas par rapport à ça. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le logo de l'âge, puisque en fait, comme tu l'as dit, un enfant de 5 ans et un deuxième enfant de 5 ans vont avoir des capacités absolument différentes. Ça se lisse en grandissant, mais les âges maternels, ils sont vraiment pas forcément faciles pour identifier qui va savoir jouer à quoi. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai une petite fille de 4 ans et demi, parce que là, le demi est important. Et c'est vrai que je vois vraiment la différence entre début 4 ans et puis là, bientôt 5 ans, où là, elle commence à faire beaucoup d'autres choses en 6 mois de temps. Et ça, vraiment, c'est aussi quelque chose qu'il faut nous appréhender, mais aussi je pense que même au niveau des parents, ça serait d'être un peu flexible aussi sur le fait de se dire mon enfant est un peu plus en avance ou un peu moins, ou d'essayer de tester puis de voir aussi. Et par rapport aussi au jeu qu'on veut proposer, c'est de proposer une expérience un peu plus familiale, donc d'éventuellement d'avoir des jeux qui ont différents niveaux de difficulté pour pouvoir adapter aussi pour pouvoir adapter le niveau, pour pouvoir jouer avec ses frères et sœurs ou ses parents. Super. Je suis toujours là, moi je suis juste à côté. J'ai une question, Aline, que tu connais parce qu'on nous l'avait posée quand on était enseignant. On nous avait dit, quand on était à l'école, l'école d'enseignant, je sais. qu'on ne pouvait pas bien comprendre comment enseigner si on n'avait pas soi-même des enfants. Et nous, on n'avait pas d'enfants, on était un peu révoltés par cette phrase parce qu'on avait très envie de devenir prof. Et puis malgré tout, plus tard, quand on a eu des enfants, on a compris que le rapport parent-prof, notamment, n'était pas du tout le même quand soi-même on avait des enfants. On comprenait l'inquiétude des parents de tout ça. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, Aurélie, le fait, parce que tu as commencé à être éditrice avant d'avoir des enfants. Oui. Et ça a changé quelque chose dans ton regard ? 2014, même un peu avant. Ça a changé un peu mon regard, je pense, sur l'âge, qui est quand même... J'étais partie un peu sur, avant d'avoir des enfants, de me dire, j'ai testé avec des enfants de 6 ans, X fois, donc ça devrait être un 6 ans. Maintenant, là, je me dis, je vais peut-être un peu plus balancer la chose. Après, moi, j'ai fait plein de tests tout le temps et j'aime bien aussi me projeter dans les jeux enfants, donc ça m'a pas trop changé la vie non plus. Enfin, du côté pro. Après, je vais voir, parce que là, c'est vrai que c'est une deuxième phase de ma vie, la phase de maman qui développe aussi des jeux. Et ma fille commence à arriver à l'âge des jeux que j'ai développés il y a presque 10 ans. Donc, du coup, c'est bien de voir un petit peu l'évolution aussi de ça. On veut voir les jeux ?
Ah bah oui, parce que maintenant qu'on a dit que les jeux allaient être incroyables, qu'ils allaient être hyper testés, qu'ils allaient être réfléchis sur tous les petits détails, on veut savoir de quel jeu il s'agit. Mais donc là, comme je sais que tu aimes bien les scoops, on a signé un jeu, enfin Aurélie a signé un jeu dont elle peut parler, et qui, pour le coup, avant que... Je pense que ça va permettre de mettre bien en exergue tout ce qu'on vient de parler. Je te laisse expliquer. Eh ben, on va rééditer donc Vite cachons-nous. C'est vraiment issu d'une discussion qu'on a eue sur qu'est-ce que pourrait être le mosaïque enfant, de se dire il y a des jeux des fois qui existent et qui ont existé et qui n'existent plus sur le marché et qui pourraient avoir une deuxième voire troisième chance pour ce jeu-là, d'avoir une édition vraiment un peu plus chiadée et un peu plus axée enfant plutôt que une localisation ou quelque chose comme ça. Moi, je me réjouis parce que Vite cachons-nous, j'adore. Mais je me pose la question, est-ce que vous, dans le chat, vous savez, vous connaissez, vous êtes au courant, est-ce que vous savez ce que c'est que ce jeu ? C'est cache-mouton, hein. C'est cache-mouton. Oui. Oui, justement, c'est ce que je disais. Il y a eu déjà 2 éditions. Ouais. Il y a eu Gigamic et Libellude qui s'y sont mis. C'est un jeu donc, de cache-cache avec une petite marionnette de loup. Donc, c'est un jeu asymétrique où il y a un participant qui va faire le loup et les autres vont faire les agneaux qui vont se cacher dans des petits endroits qui sont un lit, ils vont se cacher sous un lit, sous une commode, etc. Ouais, une horloge, une table, bassine, voilà. Ouais, tout plein de choses. Et donc ça reprend vraiment le principe du cache-cache que les enfants vraiment adorent. Et du coup, il y a cette asymétrie-là où le parent peut vraiment incarner le loup, ou les enfants, parce qu'ils aiment bien vraiment aussi faire les méchants. Enfin, les méchants. En tout cas, les gens qui agissent un peu contre les autres. Et du coup, il y a une vraie ambiance autour de la table, un vrai... je vais peut-être pas dire un suspense, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ce jeu, à l'heure actuelle, est plus édité. Non. Non. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un jeu de bluff pour enfants. Et donc, on voit vraiment les enfants qui nous regardent dans les yeux en disant « Vas-y, lève l'horloge, je suis dedans !» Et tu sais pas très bien. Donc, c'est vraiment un jeu c'est un jeu de Frédéric Meyersohn, qu'on n'a pas encore cité, qui est un auteur belge, qui avait été d'ailleurs nominé au Spiel au Kinderspiel. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment une expérience que moi, en tant que parent, j'avais les souvenirs de ça. C'est un jeu vraiment, j'ai joué énormément. Et je me dis, en fait, c'est pas normal que ce jeu ne soit plus édité à l'heure actuelle. Dans tous les jeux enfants que j'ai joués, même si j'ai pas une expertise des jeux enfants, c'était un masterpiece. Mais quand on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore, enfin pas la boîte de Pandore, mais quand on a signé le jeu et qu'on a commencé à travailler dessus, déjà Aurélie avait pointé plein de choses que son œil expert indique, enfin que son œil expert disait, tiens, ça en fait, on peut améliorer, etc. Donc il y avait une marge de progression. Les premières éditions étaient bien, on espère que la prochaine sera encore meilleure, et vous pourrez voir la façon que Mosaïque à travailler des jeux. Et donc j'espère qu'elle sera... C'est vrai que vous vous lancez dans une comparaison, en fait, du coup, parce que le jeu, il existe. Donc là, petite pression, hein, les amis. C'est bien, j'avais jamais fait ça. Donc, du coup, c'est parfait. Mais ouais, le jeu, il est incroyable parce que y a des enfants qui sont naturellement doués pour jouer la comédie, bluffer et scénariser un peu leur partie. Il y a des enfants qui sont un peu plus timides, mais au contact des autres joueurs autour de la table, au fil des parties, vont vraiment arriver à passer au-delà de la timidité pour eux aussi mettre de l'ambiance, faire les petites voix du jeu, faire la grosse voix du loup, la petite voix des agneaux et tout. Et moi, j'en ai des souvenirs incroyables, aussi bien avec mes enfants qu'à l'école. En fait, ça fait super plaisir aux enfants à l'aise et ça donne un plaisir de jeu qui ne soupçonnait pas aux enfants un peu moins à l'aise. C'est vraiment excellent. Et c'est le jeu qui permet de comprendre, je n'ai pas envie de dire apprendre, mais comprendre que c'est agréable de perdre, que c'est rigolo de perdre, qu'il se passe des trucs aussi, que la défaite n'est pas une frustration. Ça joue, les enfants rigolent. Oui, bien sûr, et les adultes aussi. Hein, ouais. Oui, parce qu'il faut le dire, nous on a joué aussi que entre adultes à ce jeu, sans aucun enfant autour de la table. Donc ouais, trop bien, on a hâte. Voilà, donc pas de date de sortie. Non. Vous avez compris, quand on sera prêt. Sortir un jeu quand on est prêt, c'est liberté, c'est cool. Vous avez pas de pression de date, trop bien. Pas dans 4 ans non plus, j'ai bien compris. Je suis pas inquiet, moi. Non. Mais oui.
Par contre, et ce qui est, juste pour bien clarifier, on cherche d'autres jeux. C'est-à-dire qu'à la base, c'était la volonté de Mosaic Kids, c'était pas de rééditer des jeux, mais on se permettra tout. On s'en fout, on va faire ce qu'on aime et qu'on pense bien faire. Donc ça, c'est votre premier jeu. Vous en avez d'autres dans la catégorie enfant? Non. Non, En pas tout cas, dans la pas à ma catégorie. connaissance. Non, après, peut-être à Vichy, on verra. Ah, ok. Mais non, pas de signe en tout cas. Donc ça veut dire que dans la catégorie pas enfant, il y en a. Oui. Ok, vas-y. Donc, Mathieu n'est pas là, donc ça aurait été Mathieu qui aurait dû les présenter. Mais on a signé 2 jeux, enfin Mathieu a signé 2 jeux d'auteurs italiens. Je les connais plus de mémoire, donc je vais reprendre. Ah, parce qu'on les a en plus, trop bien. Je l'ai aussi, mais c'est des prototypes complets. Donc le premier jeu qui va sortir, c'est un jeu qui s'appelle Magister. Donc ne regardez la boîte, c'est vraiment pas du tout ça. Elle est juste informative en fait. C'est juste informative, etc. Donc c'est un jeu de Flaminia Brassini, Marco Pranzo et Virginio Gigli. De mémoire, je ne saurais plus vous dire tous leurs jeux. Voilà, j'ai un trou de mémoire, mais ils ont fait déjà d'autres jeux, ça va me revenir. C'est un jeu. Moi je vois pas, tu vois Martin? Les noms, oui, je me rappelle des noms, je me rappelle ils ont plus fait des jeux. Coimbra de mémoire. Ah oui, l'université, bien etc. sûr. Ouais. Donc dans Magister, c'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs, c'est initié. Vous allez gérer une université. Mais avant de parler du jeu en lui-même, je vais vous parler de la DA qu'on s'est dit avant de trouver des jeux. Avec Mathieu, il y a des choses qu'on aime bien dans le monde du jeu et des choses qu'on n'aime pas. Et un des trucs qui nous fatigue, c'est que c'est les gros jeux de gamers où on doit compter plein de points. Où à la fin, Paul a 150 et moi j'ai 152, j'ai gagné. Au final, on ne sait pas très bien, on a 2 points de différence, la partie elle a duré 2 heures, et j'aurais peut-être fait une erreur, ou il a peut-être fait une erreur, il a peut-être 154, etc. Donc, ce qu'on a dit avec Mathieu, c'est que si on sort des jeux, enfin, dans les jeux qu'on sort, on veut des jeux à 6 points de victoire, ou à 7 points de victoire. Et donc, Magister et le deuxième jeu sont des jeux où on espérait d'abord réussir à faire que les 2 jeux se jouent à 6 points de victoire. Le premier joueur qui a 6 points de victoire a gagné. Il sait que par la magie du développement, il y en a un qui sera à 6 et l'autre à 8. Mais en tout cas, dans Magister, le but, c'est d'avoir 6 points de victoire. 8. 8, pardon, voilà, je mélange. Et Birds, le deuxième, c'est 6 points de victoire. Et donc, ça crée une tension automatique. Ça resserre tout. On n'est pas en train de faire des actions pour savoir si on gagne 4 ou 5 points de victoire ou 7. On est là, toute notre activité est basée sur le fait que je dois avoir le plus vite possible. C'est une course, c'est 8 points de victoire. Je ne vais pas montrer le matériel parce qu'il est vraiment trop prototype, etc. Mais dans Magister, la règle est très simple. Vous avez une rivière avec des étudiants. À chaque tour, vous allez prendre cet étudiant que vous allez intégrer dans votre université, qui va venir avec son minerval, qui va vous donner donc des pièces et des choses, etc. Il y a 3 types de ressources dans le jeu. Et puis vous aurez un choix. Soit vous ferez le revenu de vos professeurs, vous aurez des professeurs, soit vous ferez une promotion. La première promotion que vous pouvez faire, c'est dire « Ah ben tiens, cet étudiant, il est depuis longtemps dans mon université, donc il va devenir professeur. » D'accord ? Plus tard dans le jeu, donc maintenant, comme j'ai un professeur, si je fais des revenus de professeur, j'aurai plus de revenus. Mais il y a 2 autres promotions dans l'université. De professeur, vous pouvez devenir émérite, donc vous travaillez plus, donc vous n'apporterez plus de revenus à votre engine building, mais par contre, votre émérite va vous permettre d'aller gagner des points de victoire. D'accord, il faut le faire au sorte bon de moment. prestige alors. Le fameux. Il faut trouver le bon moment, etc. Et l'autre solution, c'est que votre professeur devienne recteur. Le recteur, ça vous donne du prestige, mais surtout ça vous donne un pouvoir permanent différent des autres, etc. Donc, c'est toujours compliqué d'expliquer un jeu initié comme ça, sans matériel, etc. Mais en tout cas, ce qui est vraiment fort et ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu très simple de tours. Il y a vraiment des choix. Il y a tout un engine building qu'il faut faire évoluer et qu'il ne faut pas trop casser, etc. Avec une logique très simple qui est très universitaire. On a des étudiants qui vont devenir professeurs, de professeurs qui vont devenir émérites ou recteurs, etc. Et il y a énormément de conditions pour gagner des PV, donc il y a une grosse rejouabilité aussi. Donc voilà, je ne sais pas dire beaucoup plus. Il y a déjà des joueurs qui l'ont testé ici au Sommet des Jeux. On espère une sortie pour Cannes. Mais c'est pas encore. Vous avez déjà l'illustration? Après Cannes plutôt. L'illustrateur, on l'a déjà. Ça sera Miguel Coimbra, qui a fait Seven Wonders, Neo Tempore, Small World, etc. Qui a déjà commencé à travailler, mais j'ai déjà des dessins de fond, j'aurais pu t'envoyer, mais on n'a pas encore la PO des cartes, donc je ne voulais pas donner une mauvaise. Oui, et puis c'est bien, il faut y aller doucement. Déjà, là, ça fait pas mal de scoops. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a le 3e scoop qui arrive. Et j'ai pas dit, mais ça dure 45 minutes. Donc c'est vraiment quand même très nerveux. Aurélie a découvert le jeu hier. Donc, oui, j'ai gagné. C'est important. On prend les meilleurs. Mais voilà. Non, il y a une vraie tension qui monte au fur et à mesure de la partie. Et on était vraiment coude à coude à la fin. Et c'est...
pour moi qui suis pas trop une joueuse de jeux. Bon, initié ça va, mais entre initié et expert, vous me perdez souvent. Là, c'était vraiment une satisfaction de voir en fait que tous les combos qu'on met en place, ça peut évoluer au fur et à mesure. Donc non, c'était très bien. Je ne l'ai pas payé pour le faire. Hein. Mais tu l'as payé quand même. Oui, j'appelle quand même, ça me problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est un fait. Oui, je suis très content de le faire, mais c'est pas la question. Donc voilà. Dans Magister, j'aurais bien voulu enlever les rivières de cartes. Moi, j'en ai marre des rivières de cartes. On n'a pas encore réussi à le faire, on travaille encore pour ça. Donc il y a une rivière de cartes qui est plus standard. Mais dans Birds, on a réussi à l'enlever. Il nous reste 5 minutes pour le... Et en plus, tu nous fais une transition entre les deux jeux. Alors... Birds, de nouveau, c'est un proto moche, etc. On s'en fout. Ça sera pas du tout comme ça. D'ailleurs, ceux qui le voient, en effet, ça c'est un dessin généré sur IA, mais Mosaic n'utilisera aucune IA, etc. Ça c'est juste pour les besoins. Aucune IA dans la maison d'édition. Hein, oui. Dans Birds, déjà, les auteurs c'est Renato Ciervo et Andrea Robbiani. Les gens qui y connaissent, c'est les auteurs de Fourmis. Donc Birds ne va pas s'appeler Birds, etc. Le but, vous le connaissez, puisque c'est gagner 6 points de victoire. Là, vous allez jouer une nuée d'oiseaux qui va se balader d'île en île pour y faire plein de choses. Et la mécanique, en fait, c'est que, je ne vais pas sortir le plateau s'il est moche, mais vous avez 6 îles, et entre ces îles, il y a des cartes. Quand vous ferez une action d'oiseau, vous prendrez l'une des 2 cartes qui sont adjacentes à l'île où vous êtes, et cette carte va vous indiquer le déplacement, la valeur des déplacements que vous pouvez faire. Donc si je prends la carte 3, je peux me déplacer de 3 îles et aller faire l'action que je veux à l'île 3. Et cette carte, je l'intègre à ma main. Okay. Évidemment, il va falloir gérer les cartes que je prends, l'île où j'arrive pour prendre les prochaines cartes, etc. Donc il n'y a plus de rivière de cartes, la rivière elle est intelligente et elle est aussi conditionnée de vos actions et de vos déplacements. Donc c'est peut-être bien d'aller sur l'île qui est là. Mais par contre, je vais peut-être rater la carte qui est là et dont j'ai envie. C'est un jeu avec 150 cartes différentes, donc c'est clairement un jeu expert, avec énormément de combos. C'est très nerveux aussi, parce qu'il y a 5 actions possibles à chaque tour, et elles sont simples, efficaces, etc. Donc ça tourne très 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 vite. Il y a... et voilà, et alors peut-être que je vais quand même... mais on l'ouvre en plus. Oui, on l'ouvre, mais vous n'allez pas être impressionné, hein, parce que ça c'est un prototype, voilà, donc c'est comme ça. Et donc vous voyez bien, donc il y a les îles. Ça, là c'est la nuée où les oiseaux vont se déplacer. Et là c'est les cartes qu'on met. Donc voilà. Mais ce que je voulais montrer, c'était autre chose. Il reste encore un peu de temps ou pas ? Il reste 45 secondes. Va falloir parler très très vite. Non, j'aurai plus le temps, non. Mais ce que je voulais dire, c'est que chaque joueur a un plateau sur lequel vous avez des bâtiments. Et l'idée de Birds, c'est que pour avoir votre nuée, il y a des oiseaux dedans, mais les oiseaux ça ne vient pas comme ça. Et donc vous devez faire des œufs. Il faut faire naître des bébés éclore, etc. Pardon, oui. Alors, voilà. Donc voilà, donc c'est encore du work in progress, ça ne sera pas comme ça chez vous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de nouveau, le jeu est expert, mais il y a une tension, il y a une rejouabilité, il y a énormément de façons de gagner. Donc voilà, de nouveau, c'est toujours compliqué d'expliquer des jeux sans que les gens aient joué. Mais je sais que je vous fais jouer ce soir, donc vous aurez un avis, vous pourrez en parler discrètement si vous voulez. Voilà, ça c'est pour 2027. Donc il y a du temps, on cherche encore l'illustrateur, on est dessus. Mais voilà. Trop bien, vous nous avez fait drôlement envie. Trop chouette. Je rends toutes mes bêtises. Est-ce qu'on a des scoops en plus ? C'est vrai ça. Est-ce que vous avez des scoops en plus ? Non. Entre le logo, Magister et Birds, je pense que quand même 3 scoops et vite cachons-nous, 4 scoops, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Eh bien, nous, on va vous poser une petite question. Ouais, il faut que je reprenne la place, Aline, si je le fasse. Je vais te laisser faire. Pour les questions bêtes, c'est... Ouais, non, et après, c'est pas des questions bêtes, c'est juste que, vous êtes le premier invité de la journée. Et dans ces cas-là, tu sais ce que je fais, moi ? Tu commences les journées à 16h ? Oui. Alors, sache que toutes les heures d'avant, j'ai pas mal bossé pour préparer justement le replay, parce qu'il y a eu des petites... Tu peux ajouter justifier. Non, je me justifie pas, mais ça permet de le dire à ceux qui nous regardent. Il y a des petites coupures de temps en temps ici, vu que la connexion est moyenne. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos en bonne qualité, en replay sur le site umdj.fr, donc vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Le temps que j'ai vu 2 questions sur le chat, je vais Vas-y, réponds donc, par rapport au Board Game Campus, oui, il y a des étudiants du Board Game Campus qui ont été engagés, je pense par BlackRock et un autre par Gigamic, mais je peux me tromper. Et la sortie de Back to Back, on n'a pas encore la réponse. Voilà. C'est vrai qu'il est attendu, Back to Back. Il tourne là, j'imagine.
Pardon ? Il tourne à fond là sur le sommet des tout à jeux. fait, tout à fait. On m'a dit énormément de bonnes choses. C'est vrai ? L'homme le plus heureux. Les gens sont focus, c'est incroyable. Non, bah oui, ça devrait marcher un petit peu. Alors, on va faire un... Alors, qu'est-ce que je cherche déjà plus ? C'est ça que je cherche, je crois. Hop. Oui, c'est ça. On va, comme d'habitude, lancer la roue des questions intelligentes. Si vous êtes prêts. Mais ça m'appelle Martin pour les petits. Ah oui, c'est là qu'on voit que la connexion elle est vraiment pas terrible. Hein. Elle est en train de se charger, la roue, je peux vous montrer ça en même temps. Hop, on appuie là-dessus. Ça se charge beaucoup moins vite qu'hier. Et là, waouh! C'est un vieux modem en fait. Ben non, mais on est connecté en 5G, mais là, par temps de pluie, j'ai l'impression que c'est moins bien. Et ces dernières années, on n'avait pas trop eu de pluie, parce qu'on est comme sur les Alpes ensoleillées. La partie des Alpes où il y a moins de pluie que d'habitude. Cette année, un peu plus quand même, malgré tout. Vous allez avoir une question de star, une des stars qui nous accompagne pendant le sommet des jeux et qui ont envie de vous poser des questions toujours hyper pertinentes. Vous allez voir ça. Maintenant que ça finit de se charger, ça sera mieux pour les voir, ces questions. C'est pas de notre faute, hein, pour le coup. Il faut que je les cherche en même temps, parce que je ne sais pas... Ouais, tout est extrêmement lent. Donc parce que vous ne le voyez pas, mais il y a un message, c'est bonjour, ingénieux Martin Wittberg. Sur le site d'un monde de jeu, en fait, tous les membres de l'équipe qui se connectent à chaque fois, ils voient un petit message. Que positif. On est des gens positifs. Bienveillant. On a voulu se mettre quelques petites blagounettes, mais si toi, tu as plus du cul, Aline, quand même. Mais c'est pas moi qui l'ai mis, c'est notre fille qui, à un moment, a pris le contrôle sur l'interface. Ouais, et qui a voulu mettre une petite blague pour sa maman. Moi, je me serais pas permis. Hein, j'ai pas le droit. En tant que patron, ça serait inadmissible. Allez, hop, on va tourner la roue. Incroyable. Et on trouve une question de star. J'aurais pu la charger avant. Hein. Oh, c'est Martin Scorsese qui pose une question et qui veut vous demander tout simplement si vous n'avez pas un film préféré, tout simplement. Le film coup de cœur, celui qui vous représente, celui que vous pourriez regarder 1000 fois. Très bonne question. Moi, en tout cas, quand tu m'as posé la question, j'ai pensé directement à Sicario. Donc, c'est pas, j'espère, un film qui me représente, puisque c'est un film de Denis Villeneuve, avec une bande son de Johan Johansson, qui est vraiment un compositeur incroyable, qui s'est suicidé il y a 4 ans maintenant, et qui, vous avez qu'à aller voir sur Spotify, sort un album par an. Ne me demandez pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. En tout cas, il avait écrit plein de trucs, et donc il y a chaque année des trucs qui sortent de lui. C'est vraiment un film impressionnant. Quand j'ai vu au cinéma, j'ai commencé à respirer après 40 minutes. Ah oui. C'est une façon de parler, Martin, je te rassure. Oui. Mais la tension est tellement forte. Ce film est d'une dureté sur la CIA, etc. Voilà. À voir absolument Sicario. Sicario, premier conseil. Aurélie, est-ce que tu as un conseil de film ? On te prend à dépourvu, mais en même temps, les questions de star, c'est comme ça. Alors, moi, c'est ma préférence du moment, on va dire, si c'est possible de répondre comme ça. Mon voisin Totoro. Ah bah oui, ouais. Pourquoi pas ? Ah, et puis là, tes enfants ont l'âge aussi de le découvrir. Non, t'es un peu trop tôt. Elle le regarde bien. Ça marche. Ouais. Pour sa douceur, pour vraiment tout ce que ça amène en tant que réflexion. Et en même temps, la peur des enfants, c'est assez surprenant. Des fois, c'est que très jeunes, ils n'ont pas tellement peur de grand-chose. Un peu plus tard, ça arrive. Il y a des âges de la peur. Hein. C'est pas forcément, je sais pas, 4 ans. Oui, ça commence bien quand même, hein, 4 ans. Ouais, mais Totoro, ça va. Trop beau. Non, mais les enfants ont peur de n'importe quoi. Hein. Pas forcément de choses qui nous font peur, nous adultes. Mais les Noirs, elles font pas peur. Non, mais là, la peur, c'est plutôt sur peut-être la maman malade. Ce genre de choses, un peu des sujets qu'il faut aborder, mais c'est cool. Voilà, on termine avec ces questions de stars. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation de Mosaïque. Sans doute la première fois que vous en apprenez autant sur cet éditeur. Vous voyez autant de jeux. Moi, je n'y ai pas encore joué. J'ai encore envie. Et on a programmé. C'est quelle heure ce soir ? 21h, on a dit ? 21h. Enfin, je serai là quand vous êtes là. Bon, je serai là quand tu seras là. Hein. Parfait, ça peut être long. Si vous attendez à 2 ans. On joue ce soir. On joue à ces jeux-là et on vous en reparlera de toute façon. On vous les fera découvrir sur la chaîne. Merci à vous deux. On fait une micro-pause et on se retrouve juste après avec notre invité suivant. Je ne sais plus qui c'est. C'est Simon de Blâme. Il est déjà là. J'entends son rire caractéristique dans le couloir. À tout de suite.